Voilà, il fallait qu'on revienne évidemment tranquillement sur cette conférence de presse. Première conférence de presse donnée hier par le président à l'Élysée. C'est vrai qu'après les fuites de la semaine dernière, beaucoup de mesures étaient déjà pas dans les tuyaux, mais en tout cas connues. Malgré tout, il y a eu quelques annonces sur lesquelles il faut qu'on revienne. Bonjour Eric. Bonjour. Eric Heyer, directeur du département d'analyse et prévision de l'OFCE. Déjà au global, avant de rentrer, parce que sur la retraite, il a quand même dit des choses, sur les baisses d'impôts aussi. Au global, sans surprise, il n'y a pas eu de changement de cap. On a compris, en termes de politique économique, il n'y a pas de tournant, bien au contraire, même s'il met un petit peu d'eau dans son vin quand même aussi, avec beaucoup de mesures sociales qui ont été annoncées. Non, voilà, c'est que globalement, on pouvait peut-être penser, si on caricature un peu, que son programme initial, c'était tout de même pro-business et réduction des déficits. Il fallait faire les deux. C'est-à-dire qu'il fallait créer d'abord la richesse, donc aider les entreprises. Et ensuite, une fois que cette richesse était créée, il fallait aider essentiellement les personnes les plus aisées, parce que c'était pour lui la façon de stimuler l'investissement. Donc c'était plutôt politique de l'offre. Il nous a bien dit que le chômage structurel est à 9%, donc ça ne sert à rien de stimuler la demande. Donc pas de pouvoir d'achat issu de finalement des mesures fiscales. Et donc en 2018, il n'y avait pas d'aide pour le pouvoir d'achat. Et il fallait réduire les déficits. Là, aujourd'hui... Il a musclé sa jambe gauche, le 10 décembre, plus qu'hier d'ailleurs. Oui, oui, vous avez raison, il faudra regarder après dans le détail. Mais globalement, effectivement, il a musclé la jambe pouvoir d'achat. C'est-à-dire que, mais sans du coup perdre la jambe politique de l'offre. Hein. Globalement, il reste sur cette ligne, il faut travailler plus, il faut produire plus avant de distribuer, mais il commence déjà à distribuer. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il a renoncé à une chose, me semble-t-il hier, définitivement, c'est au zéro déficit à l'horizon 2022. On le savait déjà dans le cadre du programme de stabilité. Effectivement, ouais. il avait déjà envoyé à Bruxelles un objectif nouveau qui était en disant on ne sera pas à zéro, on sera mais à 1,2. À 1,2 exactement. De déficit. Là, il me semble que ce 1,2, vous pouvez déjà le prévoir. Vers 2. Oui, vers 2. Ça sera plutôt vers 2. Donc c'est cette jambe-là, enfin on n'a pas 3 jambes, mais donc c'est plutôt ce poste-là qui a un peu disparu en faveur du pouvoir d'achat des ménages. Ouais. Avec, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais vous les regardez, j'imagine, la conférence de presse, quand il dit les premiers résultats sont là. Et c'est là, ouais, on peut faire la moue. Il a fait la moue, on peut tiquer un peu, non, parce qu'il va un peu vite. Oui. Depuis qu'il est arrivé au pouvoir, il faut dire ce qui est, l'activité a ralenti. Oui. Les créations d'emplois ont été divisées par 2 entre 2018 et 2017. Quand il dit les premiers résultats sont là, parce qu'en gros, il intègre 2017 dans son bilan. C'est-à-dire qu'il dit que 2017, il fait la somme des deux. Et il dit on a créé plus de 500 000 emplois depuis qu'il est arrivé au pouvoir. Ce qui n'est pas exactement le cas. C'est-à-dire oui, si vous prenez l'année 2017 et que vous dites que l'année 2017, c'est son bilan. Et donc effectivement, en 2017, on crée... ce qui est discutable. Ce qui est discutable parce qu'on sait très bien que l'emploi, c'est une variable assez retardée de l'activité. C'est-à-dire que globalement, quand l'activité va bien, les créations d'emplois repartent 2 à 3 trimestres plus tard. Donc globalement, l'année 2017, qui était finalement une très bonne année, 2,3% de croissance avec plus de 320 000 créations d'emplois. Donc là, effectivement, il y a un joli bilan. Est-ce que c'est dû à la politique d'Emmanuel Macron? Alors, peut-être si on considère qu'Emmanuel Macron était au pouvoir avant. Et donc, globalement, c'était issu de finalement la loi El Khomri ou la loi Macron qui était ministre de l'économie à l'époque. Mais globalement, c'est plutôt la lancée du précédent quinquennat. Parce qu'effectivement, ce qu'on peut lui reprocher, en tout cas ce qu'on peut lui mettre à son actif, mais qui est plutôt à son passif, c'est que le calendrier fiscal de son premier budget voté pour 2018 a été plutôt récessif. C'est-à-dire que globalement, le ralentissement de l'activité en France en 2018… Il l'a lui-même provoqué? Il l'a, en tout cas, accentué. C'est-à-dire qu'on voit, alors que 2017, on a une croissance économique supérieure en France au reste de la zone euro. Dès 2018, c'est inversé, c'est-à-dire qu'il y a un ralentissement mondial, donc ça, c'est pas lié au gouvernement, mais il a prononcé ce ralentissement, en tout cas, il a accentué en faisant un calendrier fiscal qui était en défaveur du pouvoir d'achat. Et donc là, le ralentissement de l'économie française a été supérieur à ce qu'on a pu observer chez nos partenaires. Alors, il y a eu cette cacophonie, on en a beaucoup parlé ici sur Boursorama, sur la retraite, entre les annonces de Jean-Paul Delevoye, le commissaire en charge du dossier, les différents ministres qui ont pris position. Et là, il est clair, les 62 ans, l'âge légal, ça ne bougera pas, on l'a compris. Mais il indique, et c'est là où ça devient très intéressant, que tout sera fait pour inciter les Français à travailler plus longtemps. Il emploie ce mot de décote. On pensait qu'il y aurait juste la surcote. Éventuellement, pas éventuellement, il y aura une décote a priori pour celles et ceux qui partiront à 62 ans. Donc si j'ai bien compris,
on pourra partir à 62 ans, même si en effet les Français partent plus tard aujourd'hui. On pourra partir à 62 ans, mais sa pension, elle sera minorée, Exactement. réduite, Exactement. amputée. C'est ça qu'il n'a pas dit, mais c'est ça qu'il faut entendre. Oui, c'est ça qu'il faut entendre. Alors, il faut être extrêmement prudent parce qu'il y avait une annonce tout de même, enfin, dans ce qui avait fuité, il y avait une annonce autour de on va augmenter la durée du travail. Et donc, on était tous partis sur est-ce que c'est les 35 heures, est-ce que c'est les jours fériés. Il a dit non. Il a dit non à tout cela. Mais il fallait bien qu'il dise oui à quelque chose. Ouais. Vous voyez, on savait qu'il allait dire non aux 62 ans parce que Delevoye avait dit attention, si on renonce à ces 62 ans, moi je démissionne. Ouais. Or, en D'autant fait, que Yves Verrier, secrétaire général de Force ouvrière, a quitté les négociations. Il sera avec nous lundi. On imagine qu'il peut pour le coup revenir dans les discussions. On lui posera la question lundi. Oui, parce que c'est utile pour le président qu'on unifie tous les systèmes des retraites. Et donc, du coup, ce que est en train de faire Delevoye était extrêmement important. Donc, notamment les retraites de la fonction publique. Exactement. C'était spécial. Oui, exactement. C'était unifier tous ces systèmes de régime pour passer au point. Et donc, effectivement, le 62 ans, il ne pouvait pas y toucher. Puisqu'il ne pouvait pas toucher aux 35 heures, puisqu'il avait défiscalisé les heures supplémentaires, ça n'aurait aucun sens. On pensait que ça aurait été les jours fériés, mais les jours fériés, c'était aussi une catastrophe. Donc, il a bien fait de ne pas le faire. Mais donc, il est obligé de faire une annonce. Et son annonce, effectivement, elle est extrêmement compliquée à comprendre. Par contre, non, ce qui est très clair, c'est qu'à 62 ans, on n'aura pas une pension correcte. Alors, effectivement, on peut peut-être interpréter ça, mais attention, on ne sait pas encore le système. Et oui, à part si vous avez des fuites, mais aujourd'hui, est-ce que c'est un système à point pur? Si c'est un système à point pur, ça veut dire que globalement, dès que vous avez cotisé, vous avez un euro cotisé ouvre des droits. Donc normalement, la valeur du point ne dépend pas. Oui, mais il a dit, Eric, durée de cotisation allongée. C'est clair. Il faut allonger normalement, la durée de dans un cotisation. système à point, il n'y a pas de durée de cotisation. Donc ça veut dire. Parce que c'est. Non, mais pourquoi est-ce qu'il le sait? Il parle de retraite à points. Pourquoi est-ce qu'il remet dans le jeu cette histoire de durée de cotisation? D'accord. Donc ça veut dire qu'il y aura effectivement, au bout du compte, un système à points avec durée de cotisation. Hybride. Et donc un peu hybride, donc avec sans doute un âge pivot. Il va falloir qu'on nous donne cet âge pivot. Donc voilà. Donc là, il y a effectivement, on commence peut-être à voir quelque part se dessiner la prochaine réforme. Mais il nous a, me semble-t-il, dit hier que il faudra attendre l'été. Et puis il faudra travailler plus longtemps. Enfin, alors, il va falloir travailler clair. Oui, mais alors il va falloir travailler plus longtemps. Allongement de la durée de cotisation, il n'y a encore pas de une fois. scoop là-dessus, David. Oui, on sait qu'il faut travailler plus longtemps et c'est déjà dans les tuyaux. C'est-à-dire que sans cette réforme des retraites à points, dans le système d'aujourd'hui, les durées de cotisation augmentaient régulièrement. On est passé de 42 annuités à 43 Donc ce 62 ans, il n'est pas fictif, mais finalement, c'est une référence légale. C'est-à-dire que c'est à partir de 62 ans où vous pouvez, si vous voulez, partir à la retraite. Donc, mais ça ne veut pas dire que vous avez à taux plein, mais c'était le système. Non, mais bien sûr. Ouais. Mais même aujourd'hui, vous pouvez partir à 62 ans. Mais attention, si vous n'avez pas l'intégralité de vos annuités, vous ne partez pas avec un taux plein. Donc, il y a eu le mot de décote. Alors, effectivement, décote, ça veut dire encore moins que ce qu'on a aujourd'hui à 62 ans. Voilà. Jusqu'à présent, il parlait effectivement de surcote, inciter positivement à travailler plus longtemps, pas négativement. Comme dans les régimes complémentaires d'ailleurs. Comme dans les régimes complémentaires. Là, il a parlé plus de décote. Mais je prendrai tout ça avec beaucoup, beaucoup de précautions. Encore une fois, c'est Delevoye qui est à la manette, qui va nous proposer au mois de... en tout cas, au niveau de l'été, ce nouveau système, et on verra de quoi il sera fait. Il a sorti un petit tacle, le président, à la droite ou au MEDEF en disant voilà, ceux qui plaident pour un passage à 64 ans de l'âge légal de départ à la retraite, en disant finalement les actifs de plus de 55 ans, ils ont du mal à garder ou à trouver un boulot. Donc au final, il n'a pas tort là-dessus. On a un taux d'emploi des plus de 55 ans qui est bas, plus bas, alors je n'ai pas le chiffre en tête, mais qui est peut-être 10 points plus bas que la moyenne européenne. Le niveau européen est à 50 et nous sommes effectivement à 40. Voilà, donc voilà. On écoute évidemment l'expert en la matière, mais, non, mais l'idée c'est qu'il n'a pas tort de dire ça. Au final, on transfère les problèmes. Bien sûr. On dit aux gens de travailler plus longtemps, mais ils n'ont pas de boulot, et ils seront au chômage, et c'est la caisse, et c'est Pôle emploi qui a payé. Bien sûr. Alors, il a dit, me semble-t-il, une petite bêtise en disant qu'on travaillait moins longtemps qu'en Allemagne en annuel. Ça, non, ça, c'est pas vrai. Annuellement, on travaille plus longtemps en France qu'en Allemagne, parce qu'il faut prendre en compte. Quand on travaille. Quand on travaille. Pas par habitant, quand on travaille. Quand on travaille. On travaille un Allemand, lorsqu'il travaille moins au cours d'une année qu'un Français. Mais au cours d'une vie, il dit au cours d'une vie, on travaille. Mais il a parlé d'abord de l'annuel, donc là il s'est trompé. En revanche, là où il a raison, c'est que tout au long de sa vie, un Français aura travaillé moins longtemps parce qu'il rentre plus tard. Parce qu'il rentre plus tard et sort plus tôt.
Donc effectivement. Mais ça, c'est un mal français endémique. On en parle de ce sujet depuis des années. Alors c'est un mal français. Il y a pire que nous. On peut dire. Non mais en Europe à côté de nous. Si on regarde la moyenne européenne. Non mais si on regarde l'Italie, l'Espagne, ils sont pires que nous de ce point de vue-là. Mais l'Italie, l'Espagne, c'est quand même la 3e et 4e puissance de la zone euro. On ne va pas chercher non plus des pays exotiques. Donc c'est un mal plutôt de pays du sud de l'Europe, qui sont avec ces caractéristiques-là. Et donc, effectivement, ce qu'il faut faire, ce n'est pas faire travailler plus longtemps les 25-54, c'est faire entrer plus tôt les jeunes sur le marché du travail et surtout maintenir les seniors dans l'emploi. Ça ne sert à rien d'allonger la durée légale. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. Enfin, on pose le diagnostic, mais derrière… oui, mais si, mais vous voyez, aujourd'hui, les chiffres de Pôle emploi sont sortis. Le chômage, le demandeur d'emploi, en tout cas, baisse, sauf chez les seniors. C'est-à-dire que quand vous rallongez l'âge de départ à la retraite, les chômeurs seniors restent plus longtemps au chômage, ne retrouvent pas un emploi et donc en termes de finances publiques, c'est kiff-kiff bourricot. C'est à peu près kiff-kiff, même s'ils sont arrivés en fin de droit au niveau du chômage, donc ils ne coûtent pas très cher, alors qu'à la retraite, ils auraient un droit. Bon, un petit mot, il te reste quelques instants, Eric, sur les baisses d'impôts, chiffrées à 5 milliards d'euros par le président. On se dit que le geste est significatif ou pas? On se rappelle qu'entre 2014 et 2016, sous François Hollande, les baisses d'impôts, c'était 6 milliards d'euros. Peut-être qu'elles étaient un peu moins ciblées. Aujourd'hui, Bruno Le Maire nous parle de 10% de baisse de l'impôt pour ceux qui le payent. Alors, c'est pas exactement… C'est un vrai geste. Alors, c'est un vrai geste. Alors, c'est 72 milliards. Ça ne sera pas étalé d'ailleurs dans le temps, ça, on ne sait pas encore. Ça sera one shot en 2020 ou étalé? Non, on va voir. Mais globalement, alors, est-ce que c'est 10%? Pas complètement. C'est 72 milliards les recettes d'impôt sur le revenu. 5 milliards, ça ne fait pas 10%, ça fait plutôt 7%. Tout dépend si c'est ciblé sur… non, mais oui, alors, alors, vous pouvez dire effectivement tout le monde n'ira pas droit. Voilà. Alors, donc il va falloir mettre un moment des plafonds. Alors, ce que l'on peut dire, c'est que ce qui est dans les tuyaux, mais encore une fois, ce n'était pas très précis, c'est que ce sont les 2 premières tranches qui seraient finalement plus basses. C'est votre entrée dans l'impôt sur le revenu qui serait plus douce. Mais ça veut dire que du coup, tout le monde en profite. Et donc, bien sûr, les classes moyennes supérieures, vous voyez qu'il n'y a que 17 millions de foyers fiscaux qui payent l'impôt. Donc, ça va toucher que ces 17 millions de foyers fiscaux, c'est déjà pas mal. Mais tout le monde va être impacté. Et donc, du coup, on pourra considérer que ça sera lissé. Alors, si vous le faites par l'entrée, ça va être, ça y est, on vous changez le barème, et là, ça sera chaque année. Et donc, je ne vois pas comment on pourrait le faire que du one-shot. Ça va être… ça pourrait monter en puissance. Je veux dire, un peu comme la taxe d'habitation, où c'est… Il est possible. Il est possible. En termes de finances publiques, ça serait peut-être souhaitable, puisqu'il n'a pas mis de financement. Il a parlé de niches fiscales en moins pour les entreprises, mais on ne sait pas lesquelles. Là encore, c'est flou, là, pour le coup. Il y a quoi, d'ailleurs, en niche fiscale pour les entreprises? Il y en a. Vous avez la principale, le CICE, qui va disparaître. Vous avez le crédit d'impôt recherche, mais ça m'étonnerait. Sanctuariser ça. Vous avez toutes les donations, mais là, je ne pense pas qu'on y touche. Donc, vous avez la niche Copé qui apparemment serait dans le collimateur, mais ce n'est pas à la hauteur des 5 milliards. Si vous voulez trouver les 5 milliards, il va falloir aller ailleurs, parce que de la même manière, il l'a dit dans la même phrase, on le fera en supprimant certains organismes publics. Inutile. Mais vous voyez que vous pouvez arrêter ces organismes, mais il y a des fonctionnaires à l'intérieur, vous allez les mettre ailleurs. Donc le coût, en fait, l'économie est quasi nulle dans ce cas de figure, en tout cas à très court terme. Ces 5 milliards, encore une fois, ils sont significatifs? C'est pas l'épaisseur du trait? C'est 7% de l'impôt sur le revenu, donc c'est pas rien. Donc oui, c'est bien de le faire. Effectivement, ça va toucher des classes moyennes supérieures qui… aujourd'hui, ne bénéficiaient de rien, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas la réduction de la taxe d'habitation parce qu'ils étaient trop riches, n'avaient pas eu droit à la prime d'activité, aux heures défiscalisées. Donc ça y est, on fait enfin quelque part un cadeau pour ces personnes-là, mais les aisés vont aussi continuer à la toucher. Baisse d'impôts financée notamment par des économies sur la dépense publique, nous a dit le chef de l'État, en affirmant que les dépenses publiques baissaient en France. Alors, je pense qu'il a oublié de dire que c'était en relatif. En point de PIB. En relatif par rapport au PIB. Voilà. En point de PIB, pas en valeur absolue. En milliards d'euros, bien entendu que ça continue à augmenter. Ça continue à augmenter… Moins vite. On a les chiffres là-dessus, parce que j'entends tout et n'importe quoi là-dessus. Alors, on n'a pas encore les chiffres pour 2019, non, bien sûr. Mais on a une prévision, effectivement. Si on compare 2018 par rapport à 2017, est-ce que la dépense publique est mieux tenue ? Alors oui, en 2018, c'est un fait assez rarissime, la dépense publique n'a pas progressé
en volume, c'est-à-dire qu'elle a progressé comme l'inflation. Donc c'est assez rare. Je crois que dans les 20 dernières années, il y a eu 2 ans où on a réussi à faire ça. L'inflation est plus basse aussi. Raison de plus. Oui, vous avez raison. Donc, non, vraiment, ça a été tenu. Donc là, effectivement, ça veut dire que par habitant, la dépense publique a baissé, puisque le nombre d'habitants a augmenté, et là, globalement, la dépense publique par habitant est plus faible, mais en gros, on continue en milliards d'euros à avoir une dépense publique qui va continuer à progresser, mais moins vite que les richesses créées en France. Bon, en tout cas, on l'a compris, on travaillera plus, il faudra travailler plus longtemps, on a compris. Le mot de décote, quand même, est important. On avait l'impression qu'il y aurait juste une surcote. S'il y a la décote, ça veut dire que les pensions à 62 ans seront plus faibles que ce qu'on touche aujourd'hui dans les prochaines années. De toute manière, c'était dans les tuyaux, ça, David. Oui, mais il fallait l'entendre de la part du président. Oui, d'accord, c'est bien quand on le dit. Allez, merci beaucoup pour ces explications signées Éric Gaillard, directeur du département d'analyse et prévision de l'OFCE. Merci. Au revoir.